On est en mars 2024. J'achète le 4x4 de mes rêves. Pas le plus grand, pas le plus idéal pour partir aux quatre coins du monde, mais pourtant, je m'y mets à fond. Je recommence une fois de plus ce que je fais depuis plus de 6 ou 7 ans. Je transforme un véhicule normal, entre guillemets, en un beau véhicule d'expédition pour partir pendant plus de 5 mois à l'aventure, dont 3 mois sur un autre continent. Je me rends compte vraiment de l'espace qu'on va avoir pour l'aménagement et ça va être géant. Pneus, amortisseurs, galerie de toit, avec une douche, des rangements, je me donne à fond. Et au niveau de l'aménagement intérieur, je veux un truc simple, efficace, qui ne modifiera pas le véhicule de manière définitive. Avec l'aide de Xavier et sa CNC, on a réussi à tout construire en moins de 24 heures. Un gros tiroir, des rangements qu'on peut modifier, un frigo, une batterie et le tour est joué. Et cette fois-ci, on a fait les choses bien. On a utilisé des panneaux de bois spécifiques en balsa afin d'alléger au maximum le poids de l'aménagement. Une fois que le gros du travail est fait, j'ai l'impression que le véhicule est prêt. Il est tout beau, il est presque prêt à partir, mais il me manque une chose très importante, les plaques définitives belges et les papiers pour qu'on puisse traverser les frontières. On est la veille du départ. C'est le bordel. Franchement, cette transformation du Clash G, je suis très content des résultats, mais bordel, qu'est-ce que c'était épuisant. Il y a eu tellement d'emmerdes. Surtout, beaucoup les papiers qui m'ont vraiment fait perdre beaucoup de temps. Le moteur, mais ça, voilà, j'ai été con. Et mais par contre, le résultat est très très beau. Et on a hâte de partir. Là, c'est vraiment une dernière étape. Tu vois, genre, t'as déjà presque tout fait, mais il reste encore 10-15%. C'est généralement les 15% les plus chiants. Mais ça va aller. Sachant que le départ a déjà été retardé de 5-6 jours. Et là, on dit qu'on part demain, mais ça sera peut-être après-demain. Après, c'est ça le bonheur de partir en voiture. Tu pars exactement quand tu veux. Les jours défilent sans vraiment qu'on s'en rende compte. Beaucoup de petites bricoles à faire pour préparer au mieux notre départ. Et surtout, on n'a encore aucune nouvelle des papiers. Mais après un bon gros mois de bataille et beaucoup d'attentes, la situation semble tout doucement se dénouer. C'est le moment le plus attendu depuis les 3 derniers mois. Je peux enfin enlever mes plaques d'export autrichiennes pour mettre les plaques belges. Et ça fait plaisir. Là, parce qu'on dirait pas, mais en Belgique, il faut batailler pour avoir tous les papiers, avoir les plaques. FPL 140, la voiture de ma maman, quand j'avais 4 ans, jusqu'à mes 14 ans, même plus, mes 18 ans, c'était FLP. C'est pas la même chose, mais c'est très proche. Et je trouve ça cool. Certificat d'immatriculation, assurance, plaque, tout vient de rentrer dans l'ordre et on peut enfin envisager une date de départ. Dernière modification, les rideaux. À la bonne vieille école, on trace, on découpe, on fout des agrafes et du scotch et c'est parti. Comme on dort dans la voiture, avoir ce genre de rideaux est vraiment primordial. Ils sont à la fois isolants et occultants, ce qui nous permettra de nous cacher de l'extérieur et de ne pas se faire réveiller au premier rayon de soleil. Une fois les rideaux finis, le lendemain, on prépare une bonne fois pour toutes nos bagages. Et vu la longueur du voyage et le petit espace que l'on a à l'intérieur, il faut que l'on choisisse méticuleusement chaque objet qui va prendre place à l'intérieur de notre véhicule. Bah, prends le grand alors. Sachant que tout ce que l'on met maintenant à l'intérieur risque de nous suivre sur un autre continent. Hey little girl, is your daddy home? Did he go and leave you all alone? Avec 83 287 km au compteur, c'est ici que l'aventure commence pour le Clash G. Et pour ce début de voyage, les ambitions sont grandes. On veut avancer le plus rapidement pour atteindre la Grèce, afin de tout doucement redescendre sur la côte des Balkans. Direction Bled, on a 1000 km, Slovénie en direct. On traverse l'Allemagne,
l'Autriche. Et avec un peu de chance, on arrive ce soir. Deutschland! Yeah! L'idée est simple, on veut fuir la météo bien crapuleuse de la Belgique le plus rapidement possible et profiter quelque temps du confort en Grèce avant de se concentrer à fond sur la découverte de l'Albanie. Première nuit dans l'auto, très agréable, surtout grâce au petit rideau occultant qu'on a fait et isolant. Ça fait du bien de quitter cette météo belge qui est complètement pourrie pour se réveiller avec du soleil, entouré de montagnes, de beaux paysages. On a encore pas mal de routes pour arriver jusqu'à Bled aujourd'hui. Mais c'est déjà le bonheur. On continue la route sagement, entouré de montagnes et de soleil. Et on arrive tout doucement à la frontière de la Slovénie. Beaucoup de trafic, mais on arrive tout doucement à notre première destination, le fameux lac de Bled. Très sympa, mais énormément de monde, donc on reprend vite la voiture pour aller se trouver un petit endroit en bord de rivière et en profiter pour se rafraîchir. Le soleil est là, on roule fenêtre baissée et avec le toit ouvert, pas trop de trafic sur la route et on prend direction la Croatie où l'on voit pour la première fois la mer Adriatique. Après 1250 km parcourus, on se pose comme on en a longtemps rêvé, au bord de l'eau pour admirer le coucher de soleil. Offert par Mercedes sur un spot en Croatie avec une Mercedes. Si ça c'est pas beau. C'est un beau Tetris cette voiture. Elle n'est pas du tout aussi grande que le Land Cruiser. Et donc en gros on doit faire comme avec la Volvo. Les sacs quand on arrive au spot on les met à l'avant. Ça c'est mes vêtements, le matériel caméra. Et puis on installe le lit à l'arrière. Mais c'est très agréable et très pratique au final. Surtout pour une météo comme ça. Je vais pas te cacher, voyager en plein été sur la côte, il fait chaud, très chaud. Et la mer, elle est bien utile dans ces cas-là. Parce que se rafraîchir un bon petit coup avant d'aller dormir, c'est primordial. Tout en discrétion, hein. Heureusement qu'on a les... Ça change notre vie le matin. À partir de ce moment-là, on a un petit peu accéléré le pas. On a pris un énorme pont qui vient d'être construit pour éviter de passer en Bosnie et éviter les passages de frontières inutiles pour arriver au Monténégro. Là où on s'est pris le plus gros embouteillage depuis bien longtemps, plus de 2 heures pour parcourir 2 km entre les deux frontières de la Croatie et du Monténégro. Et le pire dans tout ça, c'est qu'au Monténégro, le trafic n'a pas des amplis. Heureusement pour nous, le pays n'est pas si grand. Et une fois arrivé en Albanie, les choses se sont un petit peu améliorées, sauf pour passer la frontière. Bank of Eurodanks English would like to inform our passengers that Champion Jet 1 is departing to Syros, Mykonos, Paros, Naxos and Santorini. Après 2978 km parcourus et 4 heures de ferry, nous sommes enfin arrivés à Paros. Après 4-5 jours de route, nous arrivons enfin à Paros, la destination du début des vacances. C'est à partir d'ici qu'on va un petit peu ralentir le rythme et commencer à se laisser balader. Paros, c'est une petite île en plein milieu des Cyclades avec seulement 13 000 habitants. Aujourd'hui, nous allons à Antiparos, excursion de la journée. Allez, à côté de Paros. C'est une île qui ne fait que 74 km² où tu as l'impression d'être coupé du monde. Pas d'autoroute, un tout petit aéroport et une côte encore intouchée. Je pense que tu peux faire le tour de l'île en 1h30. C'est vraiment pas grand. Mais par contre, il y a énormément de choses à faire. En saison, il y a pas mal de touristes. C'est vrai. Mais ça ne t'empêche pas de prendre ta voiture, de te balader et d'aller trouver des petits coins perdus que seuls les locaux connaissent. Juste à côté de Paros, il y a Antiparos. C'est une île encore plus petite qu'il faut atteindre aussi avec un ferry et une traversée de pas plus de 10 minutes. Mais ça te permettra de découvrir des paysages encore plus intouchés et de te garer en bord de plage au bord de l'eau turquoise. En tout, on est resté quand même une bonne semaine à se balader sur l'île de Paros.
J'ai parfois sorti le matériel de kite qu'on avait trimballé gentiment jusqu'ici et on a profité de nombreuses fois de ces restaurants où tu manges littéralement les pieds dans l'eau. Et après 7 jours de repos et de découverte sur cette petite île, il était déjà temps pour nous de repréparer la voiture, remplir l'eau dans le réservoir, refaire nos bagages et prendre une bonne fois pour toutes la direction d'un pays qu'on a très envie de découvrir. C'est le jour J. Après 7 jours passés à Paros, anti-Paros, on s'est baladé dans tous les sens, c'était fantastique. On prend la route pour la deuxième partie de l'aventure. Direction l'Albanie, histoire de vraiment découvrir le pays en profondeur. On a encore pas mal de routes avant d'arriver jusque là-bas. On doit reprendre 4 heures de ferry, retraverser toute la Grèce pour arriver jusqu'en Albanie. Ça va être super chouette. Ça nous a fait vraiment énormément du bien de pouvoir profiter à fond de tout le confort, du soleil. C'était les vraies vacances. Ça va être encore les vraies vacances. Mais là, ça va être les vacances de manière différente parce que ça va être un peu plus sportif, un peu plus engagé. En Albanie, je pense qu'on va vraiment bien s'amuser sur les pistes parce que je pense qu'il y a beaucoup à faire dans ce pays. Et voilà quoi. Je fais une interruption dans cette vidéo parce que tu l'as peut-être entendu, mais depuis le début de ce petit film, tu entends peut-être des musiques que tu connais. Et ça, normalement, je peux pas le faire. C'est parce que ça veut dire que le revenu des pubs va directement au créateur de la musique et pas à moi qui ai passé des dizaines d'heures à monter cette vidéo. Et c'est quand même un peu dommage. Et donc, normalement, pour ne pas perdre cet argent, je dois m'inscrire sur des sites payants pour avoir accès à des librairies dont les musiques sont souvent vachement moins sexy. Et pour cette vidéo, j'ai fait le choix de mettre la qualité sonore, la qualité musicale en avant. Et c'est notamment parce que NordVPN sponsorise cette vidéo que j'ai pu me le permettre. Cette vidéo elle est donc sponsorisée par NordVPN et je pense que tu connais très bien qui ils sont parce que ça fait très longtemps qu'ils sont partenaires de ma chaîne. NordVPN, c'est une application que tu peux installer sur ton ordinateur ou sur ton téléphone pour sécuriser ton accès à Internet, mais pas que. Par exemple, pendant cette petite aventure, on l'a souvent utilisé pour tromper Netflix, pour avoir une expérience de surf beaucoup plus agréable, c'est-à-dire avoir tous les prix en euros et les sites belges en priorité et pas les sites grecs ou albanais. Personnellement, moi NordVPN il est toujours activé automatiquement sur mon ordinateur et sur mon téléphone. Comme ça, j'y pense plus et je choisis mes petits avantages en fonction de ce dont j'ai besoin. Par exemple, au Botswana, le YouTube Premium n'existe pas et donc tu peux télécharger des vidéos sans avoir un abonnement. Alors qu'en Belgique, télécharger des vidéos et pouvoir les regarder hors ligne, c'est seulement réservé à ceux qui ont YouTube Premium et ça coûte 15 € par mois. Si tu cliques sur le lien en description et uniquement si tu cliques sur le lien en description, tu auras 4 mois offerts sur un abonnement de 2 ans. Et il faut surtout pas oublier que c'est satisfait ou remboursé sous 30 jours. Si tu as envie de supporter la chaîne, clique sur le lien si jamais NordVPN t'intéresse. Retour à la vidéo et profite bien des musiques. On vient de passer en Albanie et après une journée où il a fait plus de 40 degrés toute la journée, on arrive un peu dans les hauteurs de l'Albanie et pour la première fois depuis une bonne dizaine de jours, il y a des nuages et de la pluie. C'est la première fois de ma vie que je suis content de voir de la pluie. Et à mon avis, on va se prendre une bonne tempête dans la gueule. Pour la tempête, on avait vu juste. On est d'ailleurs passé de 40 degrés à 18 degrés en moins de 20 minutes. Une fois que ça s'est calmé, on a continué notre chemin et les paysages de l'Albanie ont commencé doucement à se dévoiler. On s'est arrêté à un endroit où il y avait des sources d'eau chaude, mais comme il venait de pleuvoir, l'eau n'était pas aussi turquoise que prévu. Mais on a continué notre route dans les hauteurs des montagnes albanaises afin de trouver un petit endroit au bord de la rivière pour passer notre premier bivouac dans ce pays. Il est 6h30 du mat. On s'est couché super tôt hier parce qu'il y a eu 1 heure de différence entre la Grèce et l'Albanie. Donc là pour nous il est 7h30 et ça tombe bien. Parce que c'est bien de commencer les journées tôt quand tu voyages, histoire qu'on profite le matin quand il fait frais. On roule l'après-midi quand il fait chaud et on peut se poser tôt dès que ça commence un peu à se refroidir. Hier c'était une journée assez éprouvante pour nous et pour la voiture parce qu'on a dépassé les 40 degrés. Et quand on dépasse les 40 degrés, la voiture elle doit beaucoup se refroidir. On met l'airco à fond. Donc la batterie secondaire pour le frigo ne charge plus parce que l'alternateur est 100% occupé à alimenter tous les ventilateurs d'airco, de moteur
etc. Et on consomme beaucoup dès qu'il fait 40 degrés. Donc aujourd'hui, j'espère qu'il va faire un peu plus frais pour nous et la voiture. On a une belle route devant nous, je pense. C'est incroyable parce qu'on suit une piste en fait qui, sans le savoir, passe à côté de tous les points d'intérêt qui valent vraiment le détour. Et j'ai pas filmé, mais la piste d'hier était vraiment splendide et magique, assez technique quand même. Donc j'espère qu'aujourd'hui ça va être pareil. On quitte le camp, de bon matin, après un démarrage très difficile de la voiture. Pour la première fois depuis le début du voyage, j'ai l'impression que le diesel a été désamorcé pendant la nuit. On a dû mettre le booster et tourner le démarreur pendant plus d'1 minute sans s'arrêter pour la démarrer. C'est pas vraiment un bon signe, mais à ce stade, j'espère que c'est un cas isolé et que demain, la voiture n'aura plus de problème pour démarrer. Heureusement d'ailleurs qu'on a réussi à s'en sortir tout seul parce qu'il n'y avait pas grand monde dans le coin pour nous aider. On est au canyon Ousmit, c'est l'un des canyons les plus connus d'Albanie. Pour l'instant, il n'y a personne parce qu'il n'est même pas 9h. L'eau est assez trouble parce qu'il y a plu hier. Normalement, je pense que ça doit être assez turquoise, voire transparent. C'est encore très très libre comme endroit. Tu peux te garer un peu où tu veux. Et il n'y a personne pour t'ennuyer à l'arrivée de ce spot. Après cette petite visite matinale bien plaisante, on a continué la piste. Et la piste s'est montrée bien plus costaude que prévu. Tellement costaude qu'on n'a pas tellement filmé. Parce que ça, ce sont juste des petites parties roulantes. Mais concrètement, il y avait plus de 2 heures dans un lit de rivière, sans trace pour se repérer, et c'était vraiment pas évident. Après une longue journée de route, voici la petite visite du soir qui est la même que celle du matin. Un petit canyon, mais il y a plus de balades possibles. Et surtout que dans ce canyon, il y a des petites sources d'eau bien cachées qui permettent de rendre la balade encore plus agréable. À partir de maintenant, on s'enfonce vraiment dans la campagne albanaise. On ne croise plus grand monde à part des petits villages bien isolés et surtout, on ne voit plus aucun touriste. Pour profiter après ces quelques jours de piste bien intensifs, on décide de se poser en bord de rivière pour se rafraîchir et nager un petit peu dans l'eau. Et là, comme tu peux le voir, on est installé dans un lit de rivière plus ou moins asséché, avec la rivière juste à côté, pas de précipitation en vue, ni même dans les montagnes un petit peu plus haut, et avec le niveau de l'eau qui ne cesse de descendre petit à petit. Il y a un feu, pas loin, et les cendres nous tombent presque dessus, et on parle avec un local qui nous dit qu'il n'y a aucun risque pour nous de dormir là où on est, que ce soit pour la rivière ou pour le feu. Sauf que juste avant d'aller dormir, on a entendu un bruit qui ne nous inspirait pas vraiment confiance. Et en ouvrant la porte de la voiture, on s'est rendu compte qu'elle était entourée d'eau. Alors là, ce qui vient de se passer, j'ai pas filmé, mais on s'apprêtait à aller dormir. Et puis au dernier moment, on vérifie dehors. Et je sais pas pourquoi, mais avant qu'on se pose à ce spot, et je regarde les alentours et tout cet après-midi, et je vois vraiment tous les graviers encore mouillés et tout. Je me dis c'est bizarre quand même. On dirait que ça a été mouillé hier ou ce matin. Et on croise un local, il dit ouais vous pouvez dormir là, pas de problème, etc. On lui pose la question de l'eau, il me fait ah, parfois ça monte, parfois ça descend, mais rien de très grave. Et voilà, pas plus que ça. Et comme on avait vu quelqu'un qui avait déjà dormi là, on se dit bah en vrai ça se peut, mais je pense qu'on va être chanceux. Alors quand même par précaution, avant d'aller dormir, on laisse pas la table, pas les chaises, rien à terre, parce que s'il y a de l'eau qui passe, tu sais que tout va se faire emporter. Avant d'entrer dans la voiture, je dépose mes Birkenstock à terre, je monte dans la voiture. On se pose pendant 1 heure, et vraiment, mais juste avant d'aller dormir, on entend du bruit, on passe la tête, et là il y a la lune qui éclaire de ouf, et je vois que du noir autour de nous, et les graviers sont blancs, tu vois. Et là je me dis oh non. Donc là je passe devant, j'enlève toutes les affaires, tous les rideaux qu'on a mis, etc. Je démarre le moteur. J'essaye de faire demi-tour, mais il y a une montée. Je me dis si j'essaye de faire demi-tour et qu'on reste bloqué, je suis vraiment dans la merde.
Donc je vais faire marche arrière sur le chemin que je connais. Je savais qu'il fallait que je longe la berge. On a fait 150-200 mètres dans l'eau là. Il doit y avoir bien 40 cm d'eau, 50 cm d'eau au plus profond. On a fait tout en marche arrière, comme ça. Heureusement que j'avais les spots là. J'ai les énormes spots qui éclairent. Ça m'a beaucoup aidé dans ma marche arrière. J'ai tout allumé et j'ai juste foncé. Pied plancher, parce que j'ai toujours pas mon snorkel. Hein. Avec un snorkel, il n'y a pas de problème. Et donc dis-toi que cet après-midi là, tout ça c'était sec. Il y avait rien quoi. Voilà. C'était. Et là, c'est rempli d'eau. Bref, on a trouvé un autre endroit pour aller dormir, cette fois-ci plus à côté de la rivière. Mais c'est ouf. Là tu vois là. Tu vois les torrents là. Là il y a des torrents. Et voilà, là il y a des torrents. Là il y avait des gens qui marchaient, et des voitures qui passaient, tout allait bien quoi. C'est incroyable. Allez, bonne nuit. J'aime bien ce genre d'aventure. Le lendemain, on se remet un petit peu de nos émotions. On se rend compte que c'était vraiment pas malin de dormir au bord de cette rivière. Surtout qu'on sentait que ça allait plus ou moins arriver. Mais c'est pas grave. Rien de cassé, à part mes Birkenstock qui sont partis avec le courant. Je suis bien content qu'on ait réussi à s'en sortir sans problème avec la voiture. Aujourd'hui, la piste nous réserve beaucoup de surprises. On se dirige vers le parc national de Luré, un parc qui abrite de nombreux lacs de montagne. Le parc se trouve à une altitude entre 1500 et 2300 mètres. Et sans le savoir, on se dirige vers l'une des pistes les plus compliquées de notre voyage. Au fur et à mesure qu'on montait en altitude, la piste commençait tout doucement à se rétrécir jusqu'à presque disparaître. Depuis une heure qu'on roule dans une partie super cassante. On est dans un parc national, c'est magnifique. Mais je suis en première petite vitesse. Et c'est vraiment lent. La voiture travaille beaucoup. Il y a beaucoup de rochers à passer. C'est quand même très chouette. Voilà comment les pneus prennent cher. Sur les flancs, vu que je suis complètement dégonflé, c'est pas très malin. Mais c'est très confortable et ça colle à la roche. C'était beaucoup plus difficile que prévu. On a suivi un espèce de lit de rivière et des fois la piste elle n'existait plus parce qu'elle était prise par la rivière. C'était vraiment technique. Avec un peu de recul, je pense que c'est une piste qui est fortement utilisée par les motards, mais très peu par les 4x4. Et au plus on avance, au plus on croise des paysages noircis, complètement brûlés. Et en continuant notre chemin, on arrive directement à côté d'un petit foyer qui brûle encore. On traverse une zone où on voit que tout est brûlé sur la droite, tout est bien noir. Et on se dit purée, ça a l'air quand même d'être brûlé, mais il n'y a pas si longtemps. Et là en fait, il y a un tout petit feu qui avance tout doucement. Je pense qu'on sait rien y faire. C'est assez impressionnant. J'ai essayé d'éteindre un foyer, mais en fait il y a du vent, c'est sec dans le fond, c'est juste parfait. Tu vois vraiment que ça rougit en sous-sol. Puis une petite rafale de vent, il y a tout qui part. C'est impressionnant parce que franchement là, j'ai éteint un gros foyer et il doit en rester encore 2-3, mais c'est chaud ici. Hein. On continue notre route à travers les lacs d'altitude si réputés et on se rend compte que le feu qu'on a croisé était bien plus grand que prévu. En fin de journée, on se pose sur le bord de la piste avec vue sur les montagnes et on se fait comme d'habitude notre plat préféré en bivouac. La saveur italienne. Aujourd'hui c'est un grand jour parce qu'on prend le ferry pour une quarantaine de kilomètres sur le lac Koman. C'est le lac le plus connu de toute l'Albanie. C'est d'ici que partent pas mal d'expéditions en bateau pour aller à des petites plages perdues. Et nous, en fait la route s'arrête et on doit tout traverser
en bateau pour pouvoir continuer. Il y avait moyen de prendre un autre détour, mais c'était plus de 4 heures de route. Il paraît que ce ferry est vraiment très joli. Ça coûte un peu cher, c'est 100 €, mais en fait quand tu compares par rapport au détour, au prix de l'essence qui est très cher dans ce pays, et au petit plaisir qu'on va se faire de pouvoir découvrir le lac Coman de l'intérieur, ça vaut clairement la peine. La voiture est bien garée, il ne reste pas 1 cm à gauche et à droite. Voilà ce qui reste. Et je pense qu'il y a encore une voiture qui doit arriver pour terminer le ferry et qu'on puisse démarrer. Une fois que toutes les voitures sont arrivées, le bateau peut enfin démarrer. C'est un peu la guerre pour trouver une place un peu confortable sur le bateau. Donc nous, on avait une astuce. Se glisser en dessous de la voiture pour accéder à 3 mètres carrés complètement privatisés. On est parti pour une traversée de 46 km en plus ou moins 3 heures. Pendant ce voyage, on a l'impression de faire un saut en Asie. Les sommets des montagnes défilent tout doucement et on croise de temps en temps quelques ferries. Une fois arrivé, on traverse un tunnel pour rejoindre la piste que l'on va parcourir pendant 2 bonnes heures pour rejoindre la ville la plus proche. Et on en profitera pour passer en coup de vent à un garage pour changer quelques joints afin de refaire l'arrivée de diesel. Car le problème d'un démarrage difficile matinal commence à arriver de plus en plus souvent. Aujourd'hui, on prend la route vers Tete, sans doute l'endroit le plus réputé de toute l'Albanie. Pour arriver dans ce petit village montagnard, il y a 2 possibilités. Prendre la route du nord, qui est complètement macadamisée, et prendre la route du sud, qui est une piste 4x4 bien réputée, mais il se peut que ça ne dure plus pour très longtemps. Nous, évidemment, on a pris la route du sud. 3 heures plus ou moins pour arriver à Tete dans des paysages plus que grandioses. On a envie de se baigner à chaque fois que l'on croise de l'eau car elle devient de plus en plus transparente. Après cette piste très agréable et très très belle, c'est fou de voir autant de grues et de camions, et à mon avis ils sont en train de tout macadamiser. On s'est directement posé au Blue Eye, qui est l'endroit, je sais pas, un des endroits les plus touristiques d'Albanie, dans le nord en tout cas, c'est très 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 réputé. Là on est un peu tard, il doit être 17h30, il n'y aura pas le soleil, mais comme c'est un endroit qui est vraiment mis sous pression, c'est peut-être pas si mal d'y aller très tôt le matin ou en fin de journée. On a 25 minutes de marche, donc c'est assez court. Après la piste pour vraiment arriver jusque là où on a roulé est quand même un peu tendue, mais hâte de voir ce petit truc. Tete, c'est un petit village dans le nord de l'Albanie qui a doucement gagné en popularité grâce aux pics des Balkans. Les pics des Balkans, c'est une randonnée à travers les Balkans et de plus en plus de gens s'y intéressent. Pour atteindre cet endroit, c'est pas très compliqué. Nous, on a juste fait 6 km, mais il y en a qui font une randonnée bien plus grande en faisant tout un tour autour de la montagne. Si tu veux nager, faut bien s'accrocher parce que l'eau est vraiment fraîche. C'est un endroit en saison qui attire énormément de monde. Et pour nous, la technique d'aller au coucher de soleil a vraiment bien fonctionné. L'endroit est vraiment sympa. On a déjà vu un peu équivalent sur le chemin. C'était plus pour la curiosité, mais l'ambiance de l'endroit est assez sympa parce que les infrastructures sont très primaires et ça donne tout un charme à l'endroit. Là on est vraiment en fin de journée, il est bientôt 18h. Il n'y a pas grand monde. Et heureusement, parce qu'apparemment à midi, il y a plus de 150 voire 200 personnes. Ça peut enlever un peu de charme. Là j'ai vite plongé dans l'eau. Ça rafraîchit parce qu'elle est très fraîche. Mais c'est que du bonheur. Maintenant, on rebrousse chemin et on va essayer de se retrouver un petit endroit où se poser à Tete. C'est très bondé comme endroit. Donc on va prendre un petit camping ou une petite auberge, on verra bien. Ça ne fera pas de mal parce qu'un peu de confort,
Ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu. Le lendemain matin, la voiture n'a pas démarré, malgré la réparation qu'on a faite hier. Franchement, c'était assez convaincant. Maintenant, il y a du diesel qui sort par au-dessus de la pompe à injection. C'est très bizarre. Heureusement, j'avais pris en stock une poire d'amorçage avec des lignes de diesel que j'avais acheté en Suède en hiver quand j'avais du mal à démarrer avec le LT. Et on voulait l'installer avec François avant de partir parce qu'on se rendait compte qu'une fois que la voiture perdait l'amorçage du diesel, c'était très compliqué de la démarrer. Avec une batterie, j'avais pas assez. Et donc on s'était dit, comme les Toyota d'origine, on va mettre une pompe comme ça. Si jamais on a un problème, il suffit juste de pomper un petit peu, réamorcer et normalement le tour est joué. Je vais essayer de l'installer. J'ai pas tous les outils, j'ai pas les colliers de serrage, mais je me dis que là, de toute façon, on peut pas faire pire parce qu'elle prend vraiment beaucoup de temps à démarrer. Et voilà, pompe d'amorçage installée ici. Ça veut dire que maintenant, dès qu'on perdra qu'il y aura de l'air dans les durites, je pourrais presser cette pompe pour forcer le diesel dans le filtre. Ce qui est bien, c'est que les durites ici sont transparentes, donc je vois quand il y a des bulles ou pas. Et ça risque de régler le problème. Ça règle pas le problème, mais c'est une bonne solution temporaire. Apparemment, dans les Toyota, dans quelques Toyota, tu as une pompe d'amorçage d'origine, ce qui est pratique. Moi, dans mon Land Cruiser, je pense pas que j'en avais une. En tout cas, j'en ai jamais eu besoin. Et ce qu'il y a, c'est que sur les Mercedes, sur ces moteurs-là, il y a un défaut, c'est qu'au niveau de la pompe à injection, il y a pas mal de durites en plastique et des petites pièces en plastique qui peuvent craquer et les joints aussi vieillir. Donc ça, normalement, on a tout remplacé, ça devrait être bon. Et contrairement au Volkswagen ou je sais pas quelle autre voiture, même les Peugeot, etc., normalement, quand tu démarres un diesel, tu entends la pompe s'activer. Ça veut dire que c'est une pompe qui force le diesel à monter. Et ici, dans ces moteurs et dans la Mercedes de manière générale, il n'y en a pas. Ce qui est quand même con, très con. Donc une des solutions que François m'a expliqué, c'était de mettre soit une pompe comme ça à main, soit encore plus simple, mettre une valve anti-retour, histoire d'éviter que le diesel vide fasse siphon, vu que le réservoir est plus bas. Et s'il y a un peu une petite prise d'air, tout le diesel redescend dans le réservoir. Si on met une valve anti-retour, il n'y a rien qui passe. Là, je vais voir si ça fonctionne. Maintenant que je connais les lignes de diesel et je sais où elles passent, on a mis la pompe d'amorçage et si je croise un magasin où je vois une petite valve anti-retour, je la mettrai pour être certain qu'il n'y ait plus de soucis. Aujourd'hui, on visite la petite cascade de Tête. Il y a une petite marche à faire. C'est chouette parce qu'on passe à côté de maisons assez traditionnelles. Je pense qu'il y aura pas mal de monde, mais la petite balade en vaut déjà la peine. Il fait très chaud, donc j'espère qu'on pourra se baigner à la cascade. C'est vraiment un délire ici dans les montagnes, parce que dès que tu arrives dans des zones où les maisons sont encore très rustiques et d'époque, c'est vraiment très joli. Pour arriver à la cascade, 45 minutes de marche suffisent pour admirer cette trompe d'eau de plus de 25 mètres de haut. Nous, on était en plein week-end, un dimanche, il y avait quand même pas mal de monde, avec quelques shootings photos personnels à la clé. Ouais, regarde la caméra. C'est comme si tu étais amoureux de moi. On redescend de la cascade. C'était une petite parenthèse, vraiment sympa. Et en rebroussant chemin, on s'est arrêté dans une espèce de maison qui propose des boissons fraîches et des bancs éparpillés un peu partout dans le jardin, bien installés à l'ombre. De quoi souffler un petit coup et encore une fois, admirer la vue des sommets qui nous entourent. On quitte Tête et on va quitter l'Albanie parce qu'on s'est bien reposé. On a passé 2 nuits ici. C'est très chouette d'être entouré des montagnes, de la vue. On s'est un petit peu baladé, on a fait vraiment ce qu'on voulait. Et là, en fait, on a encore quelques jours devant nous. Donc on va en profiter pour prendre la direction du Monténégro, qui est aussi une destination très prisée des personnes qui voyagent en véhicule, surtout en 4x4. Et en fait, ce qui est drôle, c'est qu'on va passer au Monténégro, mais on va passer juste derrière ces montagnes. Donc on va potentiellement avoir plus ou moins les mêmes paysages, mais dans un autre pays. Et c'est une partie qu'on n'a pas vraiment fait en profondeur en Albanie, les hauts sommets des montagnes. Donc on va le faire au Monténégro, je pense que ça va être chouette.
4 heures de route. Il nous faut 4 heures pour redescendre de notre montagne, passer la frontière, puis remonter de l'autre côté. Le trajet a duré un petit peu plus longtemps, car après quelques kilomètres parcourus au Monténégro, la pompe d'amorçage que je venais tout juste d'installer a simplement lâché à cause de la chaleur, vu que c'était un modèle pour les bateaux et pas pour les voitures. Mais ça nous a pas empêché de continuer, et à vol d'oiseau, on n'était pas spécialement loin de notre point de départ de ce matin, mais pourtant les paysages sont déjà bien différents. On va traverser la frontière de l'Albanie vers le Monténégro aujourd'hui, sans souci. On n'a pas pris le poste de frontière juste sur la côte, on est monté un peu dans les terres, donc aujourd'hui on a vraiment beaucoup fait de monter et descendre. Là on est arrivé au Monténégro, il faisait très chaud, sauf qu'on a passé là une bonne heure à monter et monter dans les montagnes, et là tout d'un coup on se retrouve dans le silence, et on est en train de recharger là les réserves d'eau avec une petite source. C'est vraiment juste parfait, et c'est marrant parce que en fait là on remarque déjà que les montagnes du Monténégro sont vraiment bien différentes de celle de l'Albanie. Après, on n'a pas fait toute celle de l'Albanie, mais en tout cas, on n'avait pas encore vu ce genre de paysage depuis le début du voyage. Avec les réservoirs complètement pleins en eau, on peut doucement prendre la direction de notre bivouac du soir. On ne sait pas à quoi s'attendre, mais la piste est longue, bien plus longue que ce qu'on ne pensait. Généralement, on essaye toujours de s'installer avant le coucher de soleil. Mais c'est toujours difficile en off-road de juger parfaitement le temps que l'on va prendre pour parcourir quelques kilomètres. C'est qu'en plus que ça descend, hein. Hop là. On va désactiver l'ABS. Au cas où, on ferait un tout droit dans la vallée. On dirait pas comme ça, mais la piste est quand même sacrément engagée. Pas mal de croisements de ponts, beaucoup de petits graviers à terre, ce qui fait que ça glisse fortement. Le coucher de soleil bat son plein et c'est en tout cas une des pistes qui rentre dans le top 3 de ce voyage. Bah comme d'hab hein. 400 on l'a dit. 160. C'est bizarre ce qu'il y a dedans. T'as déjà mis? On s'est réveillé ce matin, la voiture comme d'hab ne démarre pas, la pompe ça a marché une fois hier et en fait elle a cassé sur la route, j'ai pas filmé, mais elle s'est fendue à cause de la chaleur parce que c'est une pompe de bateau, pas une pompe de voiture. En même temps c'était déjà incroyable que j'ai une pompe ici. Donc là on a bien galéré ce matin, on a rencontré des gens qui se sont arrêtés en Porsche Cayenne avec plein de 4x4, des vrais chauds 4x4. Qui ont réussi à me jump-starter et à faire en sorte que la voiture démarre. Là, on a potentiellement le local qui était venu aussi nous aider, nous prêter sa pompe, qui nous a proposé d'aller boire le café chez lui dans la petite maison juste derrière. On va aller voir si l'invitation tient toujours. L'invitation tenait toujours. J'ai pas filmé, mais j'ai pris une photo avec eux. Ils sont super gentils et ils viennent ici en été pour construire leur petite maison de vacances. Une fois parti, on n'a même pas repris la route depuis 10 minutes que je vois un camion qui galère à monter une pente. Il y a une Volvo dans le bas-côté qui n'a plus l'air de savoir bouger, et après avoir été le témoin de quelques tentatives ratées de la part du camion, je décide de sortir de la voiture pour lui proposer mon aide. Comme d'habitude, l'iPhone aplatit un peu tout, mais la pente était vraiment raide, et comme le camion est à vide, il avait très peu d'adhérence sur les roues arrière. Je l'ai tiré jusqu'en haut, non sans quelques difficultés. Et voilà, un Mercedes vient de sauver un camion. On ne démarre peut-être pas tous les matins, mais on rend l'appareil, on est dans les autres. Deuxième épisode de la journée. Tout faire en marche arrière pour aller sauver des Ukrainiens. Eux, j'ai aucune idée de comment ils ont réussi à se retrouver là. Ah bon. Mais avec leur Volvo en traction avant, ils n'arrivaient plus à faire 1 mètre. Un quart de gaz, petite vitesse, tous les blocages sont bloqués. Le camion que le clash a tiré. On dirait pas en vidéo, mais c'était quand même intéressant. Le Monténégro, c'est pas très grand, mais 10% du territoire sont des parcs nationaux. Et en gros, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a une piste qui traverse certains de ces parcs, et c'est vraiment splendide. Notre plan pour les prochains jours,
c'est de traverser tout doucement le Monténégro, d'arriver jusqu'en Croatie et de prendre un ferry de la Croatie vers l'Italie pour continuer notre aventure là-bas et reprendre tout doucement le chemin vers la Belgique en traversant la Suisse avant de passer à l'étape 2 de ce voyage. Mais avant ça, il faut absolument qu'on répare ce problème qu'on a maintenant quotidiennement le matin au démarrage, car ça commence à nous empêcher de pouvoir dormir dans des endroits bien perdus. On est arrivé dans un garage qui a compris le problème et qui m'a dit 4 heures, 200 € et plus de problème. Je prie pour que ça soit ça, parce qu'il va démonter vraiment beaucoup de choses. Il m'a dit qu'il y avait 5 joints à changer et normalement ça devrait tout régler. Donc on le fait une bonne fois pour toutes. Et sinon, on doit recommencer. On ne sait pas si la réparation va fonctionner, mais on recommence à s'enfoncer doucement dans les plaines complètement désertes au Monténégro. Honnêtement, après avoir traversé l'Albanie, on pensait avoir tout vu. Et on ne pensait pas que le Monténégro allait être aussi impressionnant. Il ne nous reste plus que quelques jours avant de prendre notre ferry vers l'Italie, mais tout doucement, on sent que le vent commence à tourner. Il y a quelques mois, j'ai pris contact avec pas mal de sociétés pour envoyer la voiture sur un autre continent. On aimerait l'envoyer dans un peu moins d'un mois, et je commence à insister de plus en plus pour faire vraiment bouger les choses parce que pour l'instant, on n'a pas encore de solution. La voiture est juste derrière moi. Le parc national hier, c'était vraiment très très beau. On a dormi dans les hauteurs, c'était super agréable. Il a fait très froid, jusqu'à 10-11 degrés la nuit. Et aujourd'hui, on se réveille avec une sacrée nouvelle. On a reçu un message qu'on attend depuis longtemps. Comme quoi, on doit aller déposer la voiture dans 3 jours à 2000 km d'ici. Pour que la voiture prenne le départ sur un nouveau continent. Donc on n'a pas encore reçu toutes les confirmations. Mais potentiellement, ça veut dire qu'il faut qu'on parte direct du Monténégro, direction Rotterdam. On a juste reçu un mail qui disait que c'était potentiellement possible, mais aucune confirmation. Mais si on veut tenter notre chance, c'est maintenant ou jamais. On a 1800 km à faire en 2 jours pour rejoindre Rotterdam. C'est pas ce qu'on avait prévu, mais c'est très bien aussi. On traverse la Croatie, traversant des nuages entiers de fumée à cause des feux de forêt voisins. J'active le cruise control à 120 km/h et on ne s'arrête plus. En Autriche, on retrouve de la pluie qu'on n'avait plus vue depuis bien longtemps. Une fois arrivé en Belgique, on s'arrête directement chez Boggen 4x4 pour réparer une bonne fois pour toutes ce problème de démarrage matinal qui pose problème, car les 3 réparations faites en Albanie et au Monténégro n'ont pas suffi. On installe une valve anti-retour afin d'éviter que le diesel retombe dans le réservoir durant la nuit et je conduis la Mercedes jusqu'à Rotterdam. Trois jours plus tard, après avoir reçu le mail comme quoi on avait potentiellement un bateau, le bateau est confirmé, la voiture est déposée là où elle va se faire installer dans un container, à mon avis dans 5, 6 voire 10 jours. La voiture part en container sur un autre continent qu'on a déjà visité. On va visiter une partie complètement différente, direction l'Afrique du Sud pour visiter l'Afrique australe, peut-être l'Afrique de l'Est si on a le temps. C'est ici que cette aventure en Europe pour le Clash G se termine. Si tu as envie de suivre l'aventure africaine, je te conseille de nous rejoindre sur Instagram parce que je vais y partager pas mal de petits formats courts qui vont partager l'expérience presque en direct. D'ailleurs, au moment où je te parle, la voiture est en train d'arriver à destination et on va bientôt la récupérer et pouvoir vraiment commencer cette nouvelle expédition. Pour ceux qui veulent voyager en Albanie et faire plus ou moins le même trajet qu'on a réalisé, je viens de mettre en ligne une carte sur le site expéditionsauvage.be où tu vas pouvoir trouver les 5 pistes qu'on a utilisées pour traverser ce merveilleux pays et parcourir plus de 1300 km en off-road. C'est un simple PDF avec un paragraphe d'explication par piste et ensuite tu cliqueras sur un lien qui pourra te renvoyer vers l'application qui te permet de suivre la piste avec ton téléphone. Rien de très compliqué et on va dire que c'est plus une bonne base pour préparer ton itinéraire ou ton voyage en Albanie, sachant que j'ai aussi intégré l'unique piste qu'on a suivie au Monténégro. Pour ceux que ça intéresse, expéditionsauvage.be et en tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, ça m'a pris énormément de boulot à la montée et j'ai déjà hâte de vous retrouver fin décembre pour l'épisode complet de cette expédition en Afrique qui s'annonce très croustillante.